Et c'est là où je vois qu'un sodomite, c'est d'abord un sodomite de l'esprit. C'est pour ça que je pense qu'il y a un lien entre la soumission d'un peuple et l'apologie de l'homosexualité, etc. Quelques grammes de cannabis pour une poignée d'euros. C'est le trafic de rue au quotidien. Ce que l'on voit beaucoup plus rarement, c'est cela. Des fortunes accumulées par des chefs de réseau. Sur cette table, plus d'1 million d'euros. 6 lingots d'or. C'est la plus grosse saisie financière issue d'un trafic de drogue. Une partie de cet argent, 375 000 euros exactement, a été retrouvée dans des coffres et sur des comptes, au nom de Florence Lamblin. Elle est l'adjointe au maire du 13e arrondissement de Paris. Cet élu d'Europe Écologie Les Verts vient d'être mis en examen pour blanchiment d'argent en liaison avec un trafic de drogue. L'enquête a donc bien 2 volets. La drogue d'abord. 8 tonnes de cannabis en quelques mois provenant du Maroc. Elle transitait par l'Espagne puis était vendue en région parisienne. L'argent ensuite. Frauduleux, il partait vers la Suisse. Une société financière qui avait pignon sur rue en plein cœur de Genève servait d'intermédiaire avec des comptes suisses. Au total, ces 5 dernières années, le réseau aurait réussi à blanchir au moins 40 millions d'euros. C'est un très joli coup de filet pour la police française. Et c'est aussi, on l'a vu, une affaire hors norme puisqu'elle mêle à la fois trafic de drogue, blanchiment d'argent, soupçon de fraude fiscale et implication politique avec la mise en examen de cette élue parisienne. Cette semaine, le Canard enchaîné a révélé que cette dame vendait en plus des sextoys sur Internet. Des sextoys écolos, hein, ça s'appelle sexécolo.com, je crois, oui, pour avec ceux que des ça noms intéresse. De sextoys absolument voilà, avec des canards vibrants, des godes lapinou et du lubrifiant bio. Bio, le lubrifiant. Ça sent l'arnaque, hein, quand même. Hein. Oui, parce qu'on parle beaucoup, par exemple, d'un seul coup que Dieudonné n'aurait pas payé ses impôts. Alors les journalistes sont très prolixes là-dessus. Et puis l'affaire Florence Lamblin, Lamblin, ouais, je me fous du nom, c'est pas grave. Ça n'a pas beaucoup fait de bruit. Pourtant, c'est énorme, puisqu'on découvre qu'une élue écologiste dans Paris se fait choper pour blanchiment d'argent de la drogue. Et d'ailleurs, elle prétend non, c'est pas du blanchiment d'argent de la drogue, c'est juste de la fraude fiscale. Je sais pas si vous voyez la défense. Et on découvre d'un seul coup quelque chose dont j'avais parlé dans une de mes vidéos pour répondre à Zemmour. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Ce qui est pas faux, je veux dire, moi je pense qu'il a le droit de le dire, c'est vrai. Mais je rappelle qu'au-dessus d'eux, ceux qui permettent ce commerce, parce qu'ils ont les moyens de faire le blanchiment de l'argent et de recycler cet argent sale dans le système, le système bancaire, institutionnel et légal, c'est la communauté juive, des membres de la communauté juive qui sont au-dessus de ce trafic et qui le pilotent. Ce qui explique d'ailleurs la chute du commissaire à Lyon. Les charges semblent de plus en plus nombreuses. Michel Néret aurait même concédé lors de sa garde à vue des imprudences, des liens avec des hommes appartenant au milieu, comme le Lyonnais Stéphane Azra, interpellé et écroué dans le cadre de cette affaire. Il avait ce contact avec des gens du milieu, mais pour les nécessités de l'enquête? Pour certaines personnes, sûrement. Pour d'autres, c'est un peu plus nuancé. Il y avait des relations avec notamment une personne, des relations extrêmement fortes au niveau amitié. Cette amitié embarrassante, c'est celle avec le Lyonnais Gilles Bénichou, figure de la nuit lyonnaise et comédien à 16h. À 9 mois de la retraite, a-t-il été piégé? Ou est-ce l'appât du gain qui l'a perdu? Cette question, nous avons pu la poser à son épouse, Nicole Néret. Je lui disais, arrête. Ces gens-là, moi, je ne les sentais pas du tout. Ils me disaient, oui, je les aide. Et bon, ils m'aident vachement dans le boulot. Ils me font entrer dans la mafia. Il s'en servait comme indique, c'est ça? Bah moi, c'est ce qu'il me disait. Quand je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Il me disait, mais attends, ils me font rentrer. Il paraît que c'est très dur de rentrer dans la mafia juive. J'avais dit ça, les gens des fois disent, ouais, vous exagérez, vous êtes monomaniaque, judéo-centré. Non. Là, on l'a vu avec l'affaire Gamblin, là. Effectivement, au sommet de la pyramide du trafic de drogue en France, notamment du trafic de shit, il y a la famille. L'argent de la revente aurait été centralisé par un homme, Mardoché El Maleh. Estimation de l'argent blanchi, 100 millions d'euros en un an. Compte tenu du volume d'argent, il a fallu un montage extrêmement sophistiqué dans l'ingénierie financière. L'ingénierie financière, spécialité de la famille El Maleh, le clan au centre de cette affaire.
C'est pas la famille de Gad, hein, mais enfin voilà, mais c'est du juif marocain, hein, voilà. Et d'ailleurs, on a montré les photos, les paquets de shit, il y a carrément l'étoile de David sur l'emballage, hein, c'est énorme. Donc je réponds à Zemmour, c'est vrai que les petits dealers sont noirs et arabes, mais les patrons, ceux qui les font travailler, finalement c'est le prolétariat, effectivement c'est la mafia juive internationale, hein, effectivement. Et quand on parle de mafia juive, c'est pas, contrairement à ce que disaient certains crétins, de l'antisémitisme. Quand je parle de la mafia sicilienne, il y a des films entiers sur la mafia italienne. Les Italiens font pas de procès en disant qu'on injurie les Italiens. Il y a les Italiens, puis il y a la mafia italienne. Il y a les Siciliens, puis il y a la mafia sicilienne. Eh ben, il y a les Juifs, dont on ne peut rien dire parce que ce n'est pas une communauté légalement et qu'ils sont d'une grande diversité et que je ne peux pas, moi, supposer quoi que ce soit a priori. Donc, il y a de toutes sortes de Juifs, hein. Mais par contre, il y a une mafia juive. Et il faut bien le rappeler, c'est la mafia la plus puissante du monde, hein. Elle règne sur des tas de choses. Et les films hollywoodiens qui montrent systématiquement la mafia italo-sicilienne, c'est pour cacher que la plus grande des mafias est juive, hein. Elle règne sur le trafic d'organes, par exemple. On peut le savoir, mondial. Carla Del Ponte, d'ailleurs, s'était un peu énervée une fois elle n'avait plus de mandat. Carla Del Ponte a fait ses adieux en janvier au tribunal pénal international, après en avoir été le procureur pendant 8 ans. Dans un livre témoignage intitulé « La chasse, les criminels de guerre et moi », elle accuse les Albanais de l'Učeka, l'armée de libération du Kosovo, d'avoir organisé un vaste trafic d'organes pendant la guerre. À l'époque où M. Kouchner était Gauleiter de Bosnie. La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? J'ai une fête à vendre des organes, moi. Mais vous êtes fous, vous croyez n'importe quelle connerie. Les gens qui disent ça sont des salauds et des assassins. Ça n'est plus une rumeur, c'est désormais une accusation détaillée. Le trafic d'organes humains aurait été perpétré sous l'autorité de l'actuel Premier ministre du Kosovo, Hashim Thaçi. Le rapport du Conseil de l'Europe décrit la filière et la sinistre maison jaune où les opérations auraient été pratiquées. Les maisons jaunes, c'est quoi les maisons jaunes? Quelle maison jaune? Étonnante réaction de celui qui était le haut représentant des Nations Unies dans la région à l'époque des crimes. Etc., etc., etc. Voilà, donc il faut bien rappeler qu'effectivement la petite délinquance est afro-maghrébine, c'est vrai qu'elle est pénible, mais que la haute délinquance, et au sommet de la haute délinquance, elle est juive, la haute délinquance. Je ne parle pas de Madoff, on pourrait même parler de la réserve fédérale américaine, qui est de la délinquance à un tel point qu'elle est l'institution de l'institution, puisqu'effectivement le sommet de la mafia, c'est quand vous arrivez à atteindre la légalité et que c'est même vous qui produisez les lois. Et donc bien rappeler tout ça, n'est-ce pas, que c'est facile de montrer les petits délinquants maghrébins, la délinquance africaine, etc., mais on a du mal à dire effectivement que la mafia des mafias, c'est la mafia juive. De façon métaphorique, en parlant de la haute finance de Wall Street, et de sa dimension totalement, que c'est de l'escroquerie organisée, hein, voilà, c'est du racket, hein, ça ne produit rien, ça produit du déséquilibre économique, de l'effondrement économique et du chaos social, et puis aussi au sens littéral, la mafia juive, voilà. Il y a la petite délinquance au quotidien arabo-africaine, hein, mais il y a aussi la haute délinquance en col blanc, et de dire il faut choisir entre l'une ou l'autre, vous verrez que souvent l'une est autorisée par l'autre, hein. C'est pour dévier les colères et c'est des stratégies des leurs. Mais en général, c'est pour qu'il y ait une petite mafia délinquante, il faut qu'il y ait une grosse mafia au pouvoir. Je rappellerai d'ailleurs que celui qui avait éradiqué la mafia en Italie, elle a été éradiquée par Mussolini et le fascisme, et qu'elle a été réintroduite dans le système économico-politique en Italie via Lucky Luciano par l'Amérique, et que ça donne la putréfaction politique italienne depuis l'après-guerre, qui amène à des choses horribles, hein, comme l'affaire de Bologne, comme la Gladio, comme la Bloche PD, comme Gelli. C'est cette intrication profonde et voulue du monde de la politique et de l'argent avec la mafia, hein, voilà. Et ça, c'est voulu c'est une volonté de nos élites oligarchiques, car finalement, ils sont la mafia des mafias, hein, voilà. Je le rappelle. Donc, n'opposons jamais la délinquance sous-prolétaire à la délinquance en col blanc. C'est la délinquance en col blanc qui autorise l'autre. Si les patriotes français reprenaient le pouvoir, on éradiquerait très vite tous ces problèmes. Mais en réalité, cette situation de pourrissement est voulue. Il faut bien savoir régner par le chaos, dévier les colères. C'est voulu. C'est-à-dire que quelque part, c'est le pouvoir oligarchique, parce qu'il est antinational et qu'il n'est pas l'émanation du peuple et des intérêts du peuple, qui permet
de façon étrange que se maintienne cette délinquance, cette petite délinquance, qu'elle soit la délinquance des gens du voyage, la délinquance des dealers d'origine afro-maghrébin, etc. C'est voulu. Sinon, je vous garantis que si les nationalistes et les patriotes français authentiques reprenaient le pouvoir en France, avec la tradition que nous avons au niveau de la police et de la gendarmerie et notre savoir-faire, tout ça serait réglé très très vite et assez calmement. Hein, voilà. Réfléchissez bien à tout ça. Et pareil, c'est pas des délires soraliens, tout ça est basé sur une culture historique de fond. Hein. On peut aller chercher des exemples en Italie, mais aussi aux États-Unis. Tout ça est très facile à démontrer. Ce qui d'ailleurs me vaut quelque chose d'assez étrange, c'est malgré la radicalité de mes propos, j'ai très peu d'attaques sur ces propos-là eux-mêmes, car ils sont inattaquables, vous voyez, en termes de vérité, hein, en termes de vérité. Hein, je n'ai droit qu'aux diffamations, aux persécutions, aux menaces physiques, on en reparlera, hein, avec des commandos qui viennent m'agresser. Mais sur le fond, personne ne me critique. Quand je dis qu'Elie Wiesel n'a jamais mis les pieds dans un camp de concentration et que c'est un escroc total, s'il est quand même prix Nobel de la paix, il incarne à lui-même la mémoire vivante de la Shoah, personne ne monte au créneau pour me contrer. Parce que là, ce n'est pas les Juifs que j'attaque. J'attaque ce que j'appelle les escrocs à la Shoah, comme il y a des escrocs à l'assurance, au nom de ceux qui réellement ont souffert dans les camps. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Maurice Rafchus montre du doigt l'UJIF, l'ancêtre du CRIF, c'est un juif persécuté qui demande justice envers d'autres juifs qui sont responsables en partie de sa souffrance et qui le cachent et qui mentent et qui le persécutent quand il ose le dire. Hein. Je rappelle bien ça. Et quand je montre les escrocs à la Shoah, c'est aussi au nom de ceux qui ont réellement souffert de la persécution par le régime national-socialiste allemand, ce qui n'est pas question de nier. Voilà. Donc, qu'on comprenne bien que tout ça comment dirais-je, ne peut jamais être qualifié d'antisémitisme. Il n'est pas normal que des usurpateurs se réclament d'une souffrance qui n'est pas la leur. C'est un scandale et une injure faite à ceux qui ont souffert. Voilà, il faut bien le rappeler. Et j'attends toujours qu'on me réponde sur cet escroc à la Shoah qui est Elie Wiesel. Et on va peut-être créer une rubrique demain, et je demande d'ailleurs que les gens qui me regardent m'envoient des documents sur les innombrables escrocs à la Shoah qui pullulent. Parce que ça aussi, il y en a marre. Il y en a marre de ces escrocs à la Shoah. Je me rappelle qu'à une époque, chaque fois qu'on était dans les milieux gauchistes, puisque j'ai baigné dans le gauchisme étant jeune, il y avait toujours le type qui vous racontait qu'il était issu d'une famille ouvrière et que son grand-père avait été mineur de fonds. En général, il était fils de profession libérale, fils d'architecte. Mais il y avait le prestige de fils d'ouvrier, comme si c'était congénital et que le prestige se transmettait par le sang. T'es fils d'ouvrier, si t'es pas ouvrier, je t'emmerde, tu vois. Mais les mecs, ils étaient tous fils d'ouvriers. À l'époque où c'était la mode du marxisme-léninisme, du gauchisme, etc. Il fallait tous de fils d'ouvriers. Il y a eu une époque aussi où les bourgeois se prétendaient descendants d'aristocrates. Ils étaient tous fils de vicomtes, de comtes, de noblesse d'épée, ils avaient fait les croisades, etc. Il y a ceux qui se foutent un peu de leurs ancêtres et qui existent par eux-mêmes. Et puis il y a ceux qui sont tout le temps en train de vouloir se valoriser par leurs ancêtres, c'est le tribalisme. Hein. Et c'est toujours, effectivement, alors il y avait, mes ancêtres ont été des nobles, ça n'empêche pas que toi tu sois un con et une merde, c'est la réponse. Bon, mes ancêtres étaient des paysans ou des ouvriers, toi t'es profession libérale, ferme ta gueule. Et puis il y a aussi l'escroc à la Shoah, c'est-à-dire j'ai été dans les camps, tu n'y as jamais été, mon grand-père est mort à Auschwitz. C'est faux, tu mens. Parce qu'effectivement, comment oserait-on demander des comptes au peuple des intouchables et au peuple de la vérité révélée? Donc moi je dis aujourd'hui, il va falloir vérifier si c'est vrai. Je crois que récemment, à l'émission de Tadei, la merdasse qui est devenue l'émission de Tadei, qui s'est soumis comme c'est soumis, comment dirais-je, Ardisson, on avait la petite Schneck, je crois. Moi, ma famille a connu une fin du monde, une destruction totale de ce qui était une langue, une culture pendant la guerre, la mort des enfants, enfin voilà, une destruction d'une civilisation qui était la civilisation yiddish juive d'Europe de l'Est, qui a été pratiquement détruite. Qui est parti dans un espèce de délire sur le quoi, qui est toujours le même délire avec Assonzio là. La véritable crise, et il y en a eu une, la véritable fin du monde, et comme vous le disiez, ça a été Auschwitz. Que finalement Auschwitz devait remplacer le Golgotha. C'est-à-dire là, il y a eu un monde qui s'est écroulé. Quand je dis un monde, c'est un monde culturel, social, dans ses représentations intellectuelles, évidemment dans les vies, des millions de personnes détruites. Avec cette idée, voilà, nous avons tous notre Golgotha personnel, qui est notre famille entière morte à Auschwitz. Alors la question que je vais poser à certains juifs, c'est comment se fait-il qu'ils aient pu naître dans les années 60 avec toute leur famille qui a été exterminée dans les années 40 ? C'est assez magique. Hein ? J'aimerais bien qu'ils m'expliquent comment on fait pour naître
en 60, en 70, en 80, quand toute votre famille a été exterminée dans les camps. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre totalement pour des imbéciles. Je sais bien que on est face au peuple du miracle, hein, je veux dire, miracle démographique, ou d'un peuple génocidé, double sa population en France, par exemple, entre 40 et 80. La question qu'on peut poser, par exemple, à Monsieur Todd, qui est démographe, il pourrait faire le travail. Comment une population majoritairement issue de la classe moyenne et des professions libérales, qui a un taux de reproduction à peu près égal aux bourgeoisies occidentales moyennes, c'est-à-dire entre 1,9 et 2,1, peut reconstituer sa population entre 1945 et 1990 quel taux de natalité devrait être le sien pour que ce soit possible, vous voyez ? Ça, c'est une vraie question qui est posée. Je pense que cette question ne tombe pas sous le coup de la loi. Hein, comment on reconstitue pratiquement la moitié de sa population détruite en ayant un taux de natalité de 2 ? Il faudrait arrêter de raconter n'importe quoi, on est quand même dans le droit de vérifier, mais il n'est pas possible d'être né dans les années 60, 70 ou 80 quand tous vos ascendants ont été exterminés dans les années 40. C'est pas possible, donc à un moment donné, il faut revenir un peu au sérieux. Hein, voilà. Et je pense qu'on est allé tellement loin là dans le délire et le n'importe quoi pour de l'abus systématiquement, de l'abus moral, du racket moral et voire du racket tout court, qu'il va falloir oser que des gens courageux, des gens honnêtes commencent à oser à demander des comptes. Nous allons dans un but de vertu pédagogique tous les mois maintenant. Je lance un appel parce que je sais qu'il y a des spécialistes de la question. L'escroc à la Shoah du mois, comme il y a des escrocs à l'assurance. Hein, normalement, c'est passible les escrocs à l'assurance, c'est passible de poursuite. Hein, voilà. C'est un geste qui a fait beaucoup parler aujourd'hui, le bras d'honneur de Gérard Longuet. Le bras d'honneur de Gérard Longuet, une image que les téléspectateurs de Public Sénat ont pu apercevoir. Invité sur le plateau de la chaîne Public Sénat, l'ancien ministre de la Défense a eu ce geste déplacé en toute fin d'émission. Une réaction selon lui à une question d'une journaliste qui lui a demandé de réagir à cette demande de l'Algérie d'une reconnaissance franche des crimes perpétrés à leur encontre par le colonialisme français. J'en pense ça, hein, voilà. C'est-à-dire qu'il a bien fait. Il a enfin un peu d'honneur au bout du bras, quoi. Parce qu'il y en a vraiment marre, très entre nous, et de bon matin, je vous le dis, il y en a marre de devoir se repentir. Et je vous cache pas qu'en voyant le bras d'honneur de Monsieur Longuet, je me suis dit enfin un peu de franchise et de spontanéité. Vous feriez un bras d'honneur ? Monsieur Longuet, qui a un long passé, enfin qui a un passé d'extrême droite, hein, il fait partie de ces gens d'extrême droite qui finissent ministres et non pas pestiférés, parce qu'entre-temps, ils ont dû faire des allégeances qu'il fallait faire. C'est intéressant de le savoir, hein, la liste de tous les types d'extrême droite, recyclés, les DV de gens, etc. Alors qu'on emmerde toujours Le Pen, qui en plus vient de l'anarchisme de droite, qui n'était même pas en plus de cette extrême droite-là. Hein. C'est assez drôle, quoi, comme il y a des extrêmes droites recyclables et d'autres qui ne le sont pas, surtout quand elles n'en sont pas vraiment. Donc on a Longuet qui a fait un bras d'honneur, qui a été montré à l'image, qui est une volonté, parce que on fait de la réalisation, on fait de la vidéo, on peut la montrer ou pas, le bras d'honneur. C'est un accident volontaire. Ça crée un climat. Et ce climat, c'était, il y en a marre de la repentance envers l'Algérie du FLN sur des événements historiques qu'on peut contester. Et je vois d'ailleurs que Marine Le Pen est montée au créneau. À partir du moment où M. Hollande mettait un genou à terre devant l'Algérie, avec M. Bouteflika à sa tête, exigerait qu'il se mette à plat ventre. Il a reconnu simplement que des Algériens avaient été tués lors de manifestations. Non, il a reconnu des choses qui sont d'ailleurs historiquement absolument contestées depuis, révélées comme ayant été une manipulation médiatique de la part du FLN. Et elle conteste, comme le fait d'ailleurs Lugan, à mon avis à juste titre, c'est aussi cette mythologisation et cette espèce de Shoah du pauvre montée par le FLN pour diaboliser la France, pouvoir effectivement essayer d'étouffer les critiques du peuple algérien envers des trahisons évidentes. Hein. Le FLN n'a pas apporté la démocratie, le bonheur et la prospérité au peuple algérien, et pour le faire oublier, il vous dit que c'est encore de la faute à l'éternelle France raciste, collabo, sanguinaire, aidé en ça par M. Stora. Peut-être celui qui est l'historien français le plus compétent sur l'histoire de l'Algérie contemporaine, l'un des plus compétents, pour pas gêner les autres, c'est Benjamin Stora. Bonjour. Bonjour. Monsieur Histoire du Maghreb, comme il y a Monsieur Nora, vous voyez, on est toujours pareil. Tout est sous contrôle, hein, voilà. Je pense que M. Stora est un menteur. Je pense qu'il a tout à fait les moyens d'arriver aux mêmes conclusions que Lugan sur la fameuse... 17 octobre 61, à l'appel du FLN, ils sont 30 000 Algériens qui se réunissent à Paris pour manifester pour l'indépendance de l'Algérie. Couvre-feu oblige, la manifestation est interdite.
la répression sera terrible. Selon les témoins, plus de 200 Algériens ont été tués cette nuit-là. On nous dit qu'un massacre se déroulait dans Paris. L'on nous dit que des centaines de personnes ont été massacrées, ou pour le moins des dizaines de personnes ont été massacrées. Or, les registres de la morgue de Paris, de l'Institut médico-légal, montrent que le 17 octobre 1961, aucun cadavre de Nord-Africain, l'on parlait à l'époque de Nord-Africain, terminologie de l'époque, n'est entré à la morgue de Paris. Voilà, donc d'un seul coup, M. Longuet fait un bras d'honneur au FLN et en disant il y en a marre de ce racket moral et de cette culpabilité et de cette repentance sur le passé de la France coloniale en Algérie. Il se trouve que l'émission était terminée et j'apprends que l'Algérie demande à la France qu'elle fasse repentance des crimes du colonialisme. Je trouve ça totalement excessif et totalement injustifié. Et donc j'ai ce geste qui n'était pas un geste de communicant, mais qui était un geste personnel d'un homme indigné. Ce que je peux comprendre tout à fait, il y en a marre. Et Marine Le Pen qui rebondit et qui dit effectivement le massacre de Charonne est une invention du Parti communiste et du FLN, et c'est faux. Et je crois, moi, qu'en étudiant le dossier, c'est probablement faux. Le FLN a pris effectivement une option de mensonge d'État systématique qui est vieille comme le monde, hein, la diabolisation de la monarchie par la Révolution française et la Troisième République avec Michelet. Mais on est allé très très loin avec la communauté des élus, on est allé très 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 loin dans le religieux, c'est-à-dire on vous raconte des trucs des fois, on verra avec les faux témoins de la Shoah où les gens vous font croire qu'ils mangent et qu'ils chient des diamants pendant 1 an et demi. The whole time I was in the camp through the experiment, every time I was selected, I swallowed the diamonds. So every time I swallowed them, I had to find them again. We were allowed to go to the latrine once a day. And I never sat in the hole because I had to go and find my diamonds. And one day the SS woman walked by the door and she saw me in the corner. And I already had the diamonds in the hand. And usually I was waiting until on the way back, I would rinse them off like in the mud. Or if there was no mud, in the soup that we were going to get next. But I had no time and I had to swallow them. On n'a même pas le droit d'éclater de rire. On doit dire, c'est peut-être vrai, etc. Donc voilà, Marine Le Pen a eu le courage de faire ce qu'on appelle du révisionnisme, c'est-à-dire de nier une histoire officielle qui est non seulement l'histoire du FLN, ce qu'on peut comprendre, hein, c'est de bonne guerre dans la guerre sale qui était de façon la guerre d'Algérie, mais ce qui est incroyable, c'est que ce mensonge historique est validé par l'État français via Hollande, etc. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. Je trouve que c'est un geste lucide, un geste de rassemblement. Il reste à dire que les autorités françaises ont joué un rôle extrêmement néfaste et négatif dans la répression. C'est-à-dire que nous n'avons pas des représentants nationaux qui sont là pour défendre le roman national ou l'honneur national ou la vérité nationale, mais systématiquement pour nous mettre le nez dans la merde, nous enfoncer, nous culpabiliser et nous mettre plus bas que terre. C'est ça nos élites. Il y a peut-être un lien avec effectivement une très forte concentration d'une certaine communauté au sein de ces élites et sa tradition du règne par la division systématique. Voilà. Donc Marine Le Pen a le courage de faire du révisionnisme. Des centaines et des centaines de morts, alors que tout ça, comme je l'ai dit, s'est révélé absolument bidon. Et Longuet fait comme ça. Alors je dis à ces gens de droite et d'extrême droite courageux qu'ils aient le courage jusqu'au bout de ne pas croire à certaines vérités historiques officielles qui sont encore bien moins crédibles que l'affaire de Charonne, bien moins crédible, hein, voilà. Et que moi je respecterais Longuet, petit facho retourné, à qui on ne cherche jamais des poux dans la tête sur son passé, de petit facho français, et qu'il ait le courage d'aller jusqu'au bout, puisqu'il connaît la question aussi bien que moi. Connaissant ceux qu'il connaissent, et ayant étudié ce milieu, je sais qu'il ne croit pas plus à la vérité de Charonne qu'à d'autres vérités interdites par la loi Guesso. Que ces gens-là, et Marine Le Pen, aient le courage de faire comme ça, par rapport à cette repentance, à cette soumission, à ce devoir de mémoire insupportable qui s'appelle la Shoah. Voilà. Et là, je respecterais qu'ils fassent ça face au FLN. Et là, on est toujours dans le 2 poids 2 mesures. Le faux courage, hein, c'est soit révisionnisme intégral, soit pas de révisionnisme du tout. Hein. Oui, alors, malheureusement... je fais le boulot que les autres ne font pas, donc je suis obligé d'aller souvent sur des sujets. Alors j'ai vu récemment, j'ai regardé l'émission de Tadi, j'avais envoyé un SMS à Tadi il y a déjà un certain temps, en disant ton émission est vraiment devenue de la merde, il est temps qu'elle s'arrête.
Elle est vraiment devenue ce qu'on deviennent toutes ces émissions-là. C'est-à-dire au début, moi j'ai été aux Grandes Gueules, j'ai été à RTL, On refait le monde, j'ai été chez Ardisson. Au début, on invite des gens comme moi pour montrer qu'il y a de la liberté, qu'il y a de la couille, etc. Et puis petit à petit, on s'attire des ennuis parce qu'on parle du 11 septembre, on parle du sionisme. La communauté toute puissante vous tire un peu les oreilles et soit vous perdez votre boulot, vous pouvez le perdre complètement. Il y en a plein qui l'ont perdu complètement. On pourra mettre la liste de tous les journalistes qui ont disparu parce qu'ils se sont attaqués à la toute-puissance de la communauté. Il y a ceux qui se soumettent à moitié, comme Ardisson, qui a perdu une couille et qui est passé on va dire, de la 2, de la grand-messe du samedi soir à Canal+. Il n'a pas été dégradé complètement. Il a été à moitié dégradé, mais il s'est soumis. On le voit bien sur les critères sérieux, et il lui avait été reproché d'inviter moi à Dieudonné, pas grand-chose d'autre. Et puis il y a ceux qui se soumettent effectivement totalement, de façon plus ou moins subtile et discrète. Et là, on a Tadi. Tadi faisait une émission un peu subversive qui a permis son lancement. Maintenant, elle vit sur un prestige, un peu avec la vitesse acquise, alors que c'est vraiment devenu une émission de collaboration intégrale. On le voit de plus en plus. Et la dernière fois, j'ai regardé un petit peu, parce qu'il y avait Renaud Camus, avec qui j'avais participé à des tables rondes. Et puis surtout, j'avais été très sensible à l'époque. Monsieur Renaud Camus, qui a écrit à Tétu, je crois, qui est un gay revendiqué, même si c'est un gay chic, un peu grand bourgeois au niveau de la posture. Je ne sais pas au niveau de ses revenus, j'en sais rien, mais qu'il la joue gay, grand bourgeois cultivé. Sans doute l'est-il un peu, dans des catégories qu'il domine. J'ai l'impression que dans d'autres, il n'a pas la culture. Et là, je le voyais chez Tadi, ce qui est horrible, se faire massacrer par un type qui s'appelle Asensio, que j'avais déjà épinglé pour sa stupidité, parce que c'est lui qui m'avait dit que Léon Bloy était philosémite parce qu'il avait écrit « Le salut par les Juifs ». Donc là, j'en ai conclu qu'Asensio était un crétin. Mais l'autre jour, je l'ai vu se pavaner chez Tadi. J'écoutais Renaud Camus avant de venir sur le plateau nous exposer ces thèses loufoques et dangereuses, nous disant que la crise n'était pas véritablement la crise. La véritable crise était celle qui consistait dans le grand remplacement, dit-il, de la population française, de la population européenne, surtout si elle est blanche aux yeux bleus et très gauloise. Il invite ce genre de type maintenant. Et puis il y avait la petite schneck de l'autre côté. On avait une culture, on avait une langue, on avait des opéras en Lituanie, on avait un théâtre, on avait des journaux en yiddish, on avait toute cette vie, on avait une cuisine. On mangeait par exemple du gras de poulet frit. Et il y avait au milieu ce pauvre Renaud Camus. Alors le pauvre Renaud Camus, il se faisait insulter par ces deux juifs, qu'il faut les appeler comme ça, c'est pas une injure, parce qu'il disait qu'on était ce qu'on appelait il disait que la crise économique était finalement très secondaire. Ce qui était essentiel dans la période actuelle, c'était le grand remplacement. La crise ne sert qu'à dissimuler une autre qui est autrement plus grave, qui est celle que j'appelle le grand remplacement, c'est-à-dire le changement de peuple. Le fait que l'Europe est en train de changer de peuple, donc de changer de civilisation, ce qui me semble une crise beaucoup plus grave que la crise économique. Le remplacement, ça veut dire l'immigration incontrôlée qui fait que petit à petit, les Européens de souche dont ils se réclament sont remplacés par les Maghrébins, les Africains, etc. Ce qui n'est pas absolument faux, puisqu'il y a réellement un problème en France d'immigration incontrôlée, dont parle Jean-Marie Le Pen depuis les années 73. Je pense que du temps où Renaud Camus écrivait à Tétu, il n'était pas Front National. Donc finalement, il a compris ce qu'avait compris Le Pen depuis bien longtemps. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que quand il dit que la crise économique est moins importante que le grand remplacement, d'abord, il a du mal à connecter les deux. C'est la même chose, puisqu'effectivement, je l'ai expliqué 20 fois que la crise économique était... ceux qui pilotent l'économie française sont pour, effectivement, une immigration de masse incontrôlée pour faire du dumping social, et eux aussi pour casser l'unité ethnique du peuple de France, puisqu'un peuple ethniquement et religieusement cohérent peut résister à une soumission venue de l'étranger. Donc ça, tout ça, il n'arrive pas à le faire. Ce qui veut dire en fait que il n'arrive pas à connecter le lien intrinsèque qu'il y a entre l'immigration de masse et la crise économique néo-capitaliste, oligarchique, etc. Donc déjà, il est un peu faiblard. Et puis, surtout, il a du mal à se rendre compte que ce grand remplacement est voulu par ceux qu'il sert aujourd'hui, puisque finalement, il a rallié comme tous les anti-islamiques rabiques, il a rallié cette nouvelle extrême droite. Il a appelé à voter Marine Le Pen, cette extrême droite pro-sioniste. Il l'a rallié via des médiations comme Finkielkraut, on le sait. Donc je vais rappeler que ce monsieur Camus qui se fait passer pour un type courageux en osant montrer du doigt le danger de l'immigration de peuplement, sans jamais montrer qu'elle est voulue en fait par l'oligarchie pour laquelle il travaille en douce, je vais rappeler que le grand remplacement d'aujourd'hui, c'est d'abord effectué à France Culture.
à l'époque où il avait le courage d'en parler. Et vous dites exactement, il m'agace et m'attriste de voir et d'entendre cette culture et cette civilisation avoir pour principaux porte-parole une majorité de juifs français de première ou de la seconde génération. Vous remarquez la surreprésentation de collaborateurs juifs dans l'émission de France Culture Panorama. Vous dites pas qu'il y en a trop, vous dites qu'il n'y a que ça. Monsieur Renaud Camus a été mis au banc de la société française, pas parce qu'il était sodomite, parce que ça c'est tout à fait accepté depuis très longtemps, mais parce qu'il a osé écrire dans un livre qui a été paru, je crois, en 2000, et qui s'appelle Campagne de France, où il écrivait au jour le jour son journal de lettré, brillant, etc., qu'il trouvait absolument anormal qu'à une émission de France Culture, donc France Culture, Radio Nationale, dans une émission à laquelle il participait de temps en temps qui s'appelait Panorama, sur 8 invités, il y ait 7 juifs. C'est ça qu'il disait à l'époque. À l'époque, il avait montré du doigt le grand remplacement qui s'était d'abord fait dans les élites pour que se puisse faire après le grand remplacement au niveau de la masse, puisque c'est l'un qui pilote l'autre. Alors il avait eu ce courage à l'époque. Il avait été massacré comme antisémite. C'est-à-dire que dans les années 2000, ça a un peu changé. Un antisémite, c'est quelqu'un qui disait qu'il était étonnant qu'à France Culture, dans une émission qui s'appelle Panorama, sur 8 invités, il y ait 7 juifs. Vous voyez, moi je trouve qu'il avait parfaitement raison, c'est absolument pas normal. Mais ça lui a valu d'être massacré. Alors après, vous savez, il y a le bon flic et le mauvais flic. Il a été massacré par les juifs de gauche, mais un juif de droite comme Finkielkraut, qui sait, comme Goldnadel, à quoi ça peut servir finalement ce genre de type. Je suis un journaliste, si vous voulez, un écrivain juif de France Culture. Or, moi qui aurais dû être affecté et seulement affecté, je suis peu à peu devenu le défenseur de Renaud Camus, à la surprise de certains de mes amis. C'est une position paradoxale. Comme on recycle les pédophiles, vous savez, on recycle aussi, parce qu'on a des dossiers sur eux, on recycle les antisémites, et d'un seul coup, tu as le droit d'exister, à condition maintenant que tu ne touches plus à la communauté qui t'a châtié. Donc on voit que Renaud Camus ne parle plus jamais du fait qu'il a été persécuté par les Juifs pour avoir osé se plaindre du grand remplacement au niveau de la superstructure culturelle. Effectivement, là, il avait parlé de ce grand remplacement-là. Il n'en parle plus jamais, mais maintenant il parle du grand remplacement, effectivement, qui s'appelle l'immigration de masse. Ce qui est d'ailleurs un terme abusif, parce que, les immigrés ne sont pas en train de remplacer la France, mais par contre, effectivement, ils sont en train, effectivement, de devenir une population conséquente, avec une autre religion, et effectivement, avec des gens comme les types des SOS Racisme et des étudiants juifs de France, qui font tout ce qu'ils peuvent pour monter les Français de souche contre les Français immigrés, et réciproquement. Mais ça, monsieur, le sodomite Camus, n'a pas la virilité, je dirais, intellectuelle d'aller jusqu'au bout de son travail. C'est-à-dire de dire, oui, c'est un danger l'immigration de masse incontrôlée, mais elle est voulue par ceux-là même qui m'ont châtié, m'ont puni, etc., et qui ont déjà procédé pour pouvoir faire ce grand remplacement du peuple de France, un peu fantasmé, ont déjà fait le grand remplacement de la superstructure et des élites françaises. Voilà. Donc là, je remets Renaud Camus. Alors, ce qui est triste, c'est qu'il fait le tapin. Il se fait enculer, effectivement, par les juifs de droite sionistes anti-musulmans, en faisant bien le travail. Et en remerciement, il se fait cracher à la gueule par 2 juifs hystériques, la petite Schneck et le petit Asensio. La référence à Auschwitz, qui a été l'élément central du discours antiraciste pendant 50 ans, de la façon la plus légitime du monde, incontestable, et précisément aujourd'hui, ce qui, dans nos classes, ne peut plus être enseigné. À la part d'un homme qui comptait les juifs qui travaille à Radio France, ça m'étonne un peu mais bon, c'est un autre sujet. Oui, enfin, c'est une interprétation à vous qui est totalement erronée. Qui effectivement partage, à mon avis, ses idées totalement, mais simplement il crache à la gueule du soumis, du PD sodomite qui est là pour faire le sale boulot et qui en échange se prend des crachats dans la gueule, ce qui est assez drôle et assez courant finalement. Et je rappellerai en dernière instance à ce pauvre Renaud Camus qui effectivement, il faut qu'il se rappelle qui l'a humilié, qui l'a châtié, qui l'a persécuté, qui a opéré, c'est ceux qui ont opéré le grand remplacement à France Culture, et ça il avait le courage de le dire avant, c'est-à-dire les Juifs, que maintenant il ferme sa gueule là-dessus, qui fait le sale boulot pour les Juifs en montrant du doigt le danger du grand remplacement des Maghrébins musulmans. Je reviens à ce que j'appelle le grand remplacement, le changement de peuple, n'est jamais mentionné. Sans jamais dire qui organise ce grand remplacement. Et puis, alors, je dirais en dernière instance que si monsieur Renaud Camus est très inquiet de la disparition des blonds aux yeux bleus en France, dont il fait partie, et de ce dépeuplement, il a qu'à se remettre à faire des gosses et arrêter de se faire taper au derche et se remettre avec des femmes, parce que c'est pas avec le nombre de gosses qu'il a fait qu'on peut lutter contre le dépeuplement des Français de souche et des Ariens et des Européens blonds aux yeux bleus. Il est assez peu légitime
pour parler de ça, parce qu'il a été dans ses pratiques sexuelles totalement inconséquent. Ou alors il aurait pu faire, en dehors de ses activités de loisirs, effectivement de la reproduction efficace pour essayer de repeupler la France. Vous voyez. Donc je veux dire, ça me fait marrer de voir ce PD d'une lâcheté et d'une soumission intégrale, parce que les musulmans et les maghrébins ne lui ont jamais rien fait. Ils ne l'ont pas viré de France Culture. Ils ne savent même pas qu'il existe et ils n'ont effectivement pas le temps à perdre de lire, d'écouter, de lire les Desiderata, le journal intime d'un espèce de bourgeois semi-rentier, qui d'ailleurs, ce qui expliquerait qu'il ne voit pas la crise comme première, parce qu'effectivement, quand on échappe violemment à l'impératif de production, la crise économique peut paraître comme secondaire, mais il y en a pour qui elle est première, je vous le garantis. Voilà, donc on a ces espèces de PD mondains de droite qui jouent les courageux en montrant le danger des musulmans et des maghrébins qui ne lui ont jamais rien fait, alors qu'en cela il se soumet aux juifs qui l'ont persécuté et humilié. Et c'est là où je vois qu'un sodomite, c'est d'abord un sodomite de l'esprit. C'est pour ça que je pense qu'il y a un lien entre la soumission d'un peuple et l'apologie de l'homosexualité, etc. C'est qu'il y a une destruction de la virilité qui se fait par tous les trous, si je peux dire. Voilà. Et que là, c'est ce que j'appelle se comporter comme un enculé. Parce qu'un honnête homme, un mec viril, c'est quelqu'un qui dirait « je suis contre l'immigration ». Ça m'inquiète effectivement ce remplacement de population, mais je sais qui l'a organisé, les loges, l'oligarchie mondialiste et la communauté juive toute puissante, et j'ai moi-même subi, pour avoir montré cette domination, les foudres de la communauté, quand j'ai été évincé de France Culture, humilié, sali et déshonoré, alors qu'effectivement j'étais totalement légitime en tant que Français européen aux yeux bleus de dire qu'il n'était pas normal que pour parler de la France systématiquement, il y ait 7 juifs sur 8. Voilà, ça aurait été la virilité de Monsieur Camus, et là j'aurais pu admettre qu'il soit juste un sodomite pour le plaisir, mais qu'il soit un homme et un être viril intellectuellement. Or non, il est un enculé de A à Z, et d'ailleurs il a été traité comme un enculé par Asensio, la petite Schneck, et tout ça avec ce sourire très très snob, très dandy, très pervers et très malsain de Tadei que je ne salue pas. Voilà.